Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Juliette Vigoureux, la déléguée générale du collectif CUT, Cinéma Uni pour la Transition. Un tournage émet en moyenne autant de CO2 qu'une quarantaine de vols Paris-New York. On verra comment faire baisser ce bilan. Dans notre débat, gros plan sur le recyclage des métaux, des batteries. Comment développer la filière pour ne plus passer à côté de ces milliers de tonnes de métaux stratégiques pour notre souveraineté. Réponse dans 10 minutes. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, vous découvrirez les innovations d'Air Booster qui transforment les murs métalliques des bâtiments en chauffage géant. Voilà 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Comment décarboner le cinéma? C'est la question que je pose tout de suite à Juliette Vigoureux, qui est avec nous en duplex de Cannes, évidemment. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la déléguée générale du collectif CUT, Cinéma Uni pour la Transition, qui a été créé en 2023 à l'initiative de Jérémy Régnier. Qui participe? Qui sont les membres de ce collectif? Alors, vous l'avez dit, effectivement, CUT est né de l'initiative d'un artiste, réalisateur, acteur, Jérémy Régnier, qui a décidé, qui a eu envie d'agir sur les sujets de transition écologique sans trop savoir exactement par quel chantier commencer. Et donc, il a réuni autour de lui tout un tas de professionnels. D'abord, que ce soit des artistes comme lui, donc soit Narlo, Yamabas, des acteurs qui faisaient partie des membres cofondateurs, des représentants de la production comme Carole Scotta ou Julia Malric, Flore Vasseur et Cyril Dion, deux réalisateurs également activistes, faisaient partie des cofondateurs. Et moi, j'ai rejoint le collectif pour apporter cette expertise sur les sujets d'impact de nos métiers. Ensuite, une fois que l'association s'est créée, elle est ouverte à l'ensemble des professionnels du cinéma qui souhaitent s'engager dans un mouvement collectif de transition de notre filière. Alors, si donc, on regarde, quel que soit le métier. Ouais. Quel que soit le métier. Alors justement, si on regarde, alors les chiffres concernent l'audiovisuel en général, donc c'est pas seulement le cinéma, mais si on regarde l'empreinte carbone, c'est l'association EcoProd qui nous dit ça. Chaque année, l'audiovisuel français génère 1 700 000 tonnes de CO2. Est-ce qu'on en parle beaucoup à Cannes de ces enjeux? J'imagine que c'est pas le premier sujet de conversation quand même, Juliette Vigoureux. Alors non, évidemment que ça n'est pas le premier sujet de conversation. Mais réjouissons-nous et voyons la bouteille à moitié pleine. On n'en parlait pas du tout il y a 5 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez des conférences, des panels dédiés. Même il y a eu des sélections. Il y avait une sélection cinéma pour le climat. Il y a un programme au marché du film Impact. Donc non, évidemment que c'est pas la top priorité des festivaliers, mais c'est un sujet qui existe cette année, plus que jamais, il y a eu tout un tas d'initiatives pour fédérer l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le cinéma, qui œuvrent sur les sujets de transition. Alors, je disais en titre qu'un tournage émet en moyenne, évidemment c'est une moyenne, autant de CO2 qu'une quarantaine de vols Paris-New York. Déjà, comment on arrive à ces chiffres? De quels outils vous disposez pour mesurer l'empreinte carbone d'un film? Alors, aujourd'hui, c'est même devenu une obligation légale en réalité, parce que le CNC, le Centre national du cinéma, dès lors qu'on prétend à des aides publiques, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de projets audiovisuels, on doit faire deux bilans carbone en réalité, un avant le tournage prévisionnel et un en fin de post-production pour évaluer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées par la fabrication du film. Donc voilà comment on obtient ces chiffres. Le CNC a homologué aujourd'hui 3 calculateurs, 3 outils qui sont reconnus par le CNC, par lesquels les productions doivent passer. Et les chiffres que vous annoncez sont des moyennes de l'ensemble des projets sur ces différents outils. Et alors, sur quel levier il faut agir pour obtenir ces subventions et finalement faire baisser le bilan carbone d'un film? Alors non, alors si vous agissez, vous réduirez votre impact et c'est évidemment fondamental, mais vous n'obtiendrez pas, là, en l'occurrence, l'argent public ou pas, parce que l'obligation posée par le CNC est une obligation de moyens, pas de résultat. Et vous n'avez pas un niveau à ne pas dépasser.
En revanche, le CNC, et d'ailleurs, ça répond aussi à votre question précédente sur l'actualité de l'écologie à Cannes, le CNC, Centre national du cinéma, a annoncé il y a 2 jours à Cannes, ici, la création d'un éco-bonus, donc d'une incitation financière pour les productions qui se conformeraient à ce que le CNC a construit, l'AFNOR SPEC, qui est un référentiel, Mmh. qui est une liste de 26 actions à mettre en place, dont évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais donc les leviers sont multiples. C'est à la fois sur la mobilité, sur l'alimentation, Mmh. sur la construction des décors. Il y a 7 chapitres différents. Et dès lors que vous répondez à cette liste de critères, vous pouvez prétendre à une aide financière, à une incitation de 28 000 euros. C'est une annonce toute fraîche de la part du Centre national du cinéma. De la part du CNC. Évidemment, le carbone, ce n'est qu'une partie de l'empreinte. Il y en a d'autres. Est-ce qu'elles sont mesurées aussi? Euh, Elles ne sont pas mesurées aussi précisément. Le carbone, effectivement, c'est une première porte d'entrée qui a le mérite d'être facilement mesurable. Ouais. En revanche, effectivement, il y a d'autres enjeux majeurs de ressources, d'eau, etc., de biodiversité. Les études se multiplient. On n'est pas en mesure encore aujourd'hui d'avoir des chiffres aussi précis que ce qu'on a sur le carbone, mais ce sont des sujets qui sont vraiment en cours de discussion. Par exemple, avec l'association CUT, on va sortir le mois prochain, au mois de juin, le premier calculateur d'impact de la salle de cinéma, le calculateur carbone de la salle. Donc, la première version va être simplement sur le carbone et on espère, dans un an, sortir une version multicritère, donc mesurant justement l'impact biodiversité et ressources. Alors, au-delà de l'impact, il y a une question qui est centrale, dont on parle de plus en plus dans notre émission, c'est la question des nouveaux récits ou des nouveaux imaginaires. Et alors, là, il y a évidemment une mission du cinéma. Est-ce que vous commencez à voir des projets émerger avec cette idée-là? Bien sûr, et c'est vraiment une mission aussi que se fixe l'association CUT. C'est celle, évidemment, de s'attaquer au sujet de forme, donc de comment, en tant que professionnel, on réduit notre impact, ce dont on vient de parler, Mmh. notamment via les mécanismes d'éco-production. Mais évidemment qu'on se rend compte aussi de la puissance du cinéma. Le cinéma est dans l'ensemble des foyers français, et les modèles de réussite, les modèles de société qui sont promus à l'écran peuvent être de véritables leviers de changement des sociétés. Pour le pire et pour le meilleur, le cinéma a toujours été j'allais dire une arme, mais bon, je précise, donc pour le pire ou pour le meilleur, pour faire évoluer les représentations du monde. Donc oui, on voit de plus en plus de projets émerger dans ce sens, et nous, chez CUT, on essaye en tout cas de favoriser l'émergence de ce type de projet. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est quel type des... Je ne sais pas si vous avez des exemples récents. Alors, des exemples récents, il y en a. Je peux citer Le règne animal de Thomas Caillet. Évidemment, il y a un vrai enjeu de définir ce qu'est un nouveau récit, sachant qu'évidemment, il n'est pas question de brimer la liberté de création, la liberté artistique. Il n'est pas question de formater les œuvres. Les formes peuvent être multiples. Je pourrais faire un super polar, film d'aventure, une comédie romantique. La question, c'est nous, comme la manière dont on a défini ce que pouvait être un nouveau récit, c'est un récit qui vient questionner les modèles aujourd'hui, et un récit qui soit compatible avec les planchers sociaux et les plafonds écologiques. Avec une difficulté, on est en plein débat sur l'acceptabilité de la transformation environnementale et sociétale, hein. On va parler des États-Unis dans un instant, mais d'être dans une démarche moins anxiogène, moins culpabilisatrice. Mais alors ça, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que je ne vais pas demander à un réalisateur de faire un film béni oui-oui pour dire le monde va devenir merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ceci dit, l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que on n'est pas obligé non plus de n'adresser le sujet écologique que via le prisme de la dystopie. Il ne s'agit pas effectivement de ne faire que soit pardon, mais du documentaire ultra ennuyeux. Donc c'est un cliché volontiers assumé, mais Ouais. l'idée, c'est pas de faire soit que du documentaire anxiogène, soit que du film bisounours, évidemment que non. Et nous, justement, et cet après
après-midi à Cannes, nous allons l'annoncer avec Cut. On veut proposer et créer une collection de courts-métrages réalisés par de grands noms du cinéma qui vont apporter leur vision du nouveau récit. Donc justement, l'idée, c'est qu'on veut démontrer avec cette action que parler de nouveau récit, c'est pas un rétrécissement, mais c'est au contraire une ouverture et un élargissement des imaginaires. Donc on va plutôt que de réfléchir à comment on va le définir, on va le faire. On va le faire, donc on est en train de chercher des financements, etc. Et c'est quelque chose qu'on va annoncer tout à l'heure. Et on va pouvoir montrer que les nouveaux récits peuvent prendre tout un tas de formes différentes. Merci beaucoup Juliette Vigoureux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Connaissez-vous les mines urbaines ? On parle des mines urbaines, de la récupération des métaux dans nos batteries électriques dans ce débat avec Arnaud Villard-Daboué. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président, le cofondateur de Mekaware et Gaëtan Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, ingénieur géologue, expert intelligence minérale au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Il m'en manque pas, c'est bon. Ah ouais. La présentation de Mekaware, en quelques mots, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais c'était il y a longtemps. On est toujours producteur de métaux. On produit des métaux critiques, du lithium, du nickel, du cobalt, quelques autres. On produit ces métaux en recyclant des déchets de batteries, soit des batteries en fin de vie, soit des chutes de production de gigafactory. Et on le fait avec une technologie qui est innovante, qui est très différente de ce qui se pratique dans le monde entier, pour faire la séparation des métaux contenus dans un alliage. Et on rentrera dans le détail de ce procédé effectivement qui est vertueux. Alors vous en avez cité quelques-uns. Dans nos batteries électriques, on trouve quoi ? Justement, ça dépend des technologies, mais celle sur laquelle on se concentre s'appelle lithium-ion. Et notamment à la cathode. La technologie principale s'appelle nickel, manganèse, cobalt. Donc c'est vraiment ces métaux-là les plus importants à l'heure actuelle. On trouve également du graphite. Et des futures technologies aussi peuvent arriver qui solliciteront des nouvelles substances comme le sodium ou le fer. Alors c'est lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite. Est-ce que certains de ces produits sont disponibles dans les sous-sols, en métropole? Je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie, évidemment, pour le nickel. Quelles sont nos richesses? Je pourrais poser la question comme ça. Avant de parler des mines urbaines. Bien sûr, le premier objectif aujourd'hui en Europe, c'est justement d'évaluer le potentiel et les ressources et les réserves géologiques qu'on a. Donc en Europe, il y a un potentiel intéressant, mais le temps pour ouvrir une mine est long, c'est 15 ans. Donc c'est là aussi où tous les enjeux se trouvent. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs l'un des aspects de l'équation des discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur les métaux rares du sol ukrainien. Comment vous récupérez ces métaux stratégiques avec Mekaware? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les matériaux vierges viennent de différents endroits du monde. Ils sont quasi exclusivement raffinés aujourd'hui en Chine ou en Corée du Sud. C'est quoi? C'est 95%, c'est ça, du raffinage en fonction des métaux. Oui, voilà, on est sur ces niveaux-là. Et par contre, les métaux qui sont mobilisés dans une batterie qui a été fabriquée, qui va circuler sur notre territoire, ces métaux sont toujours disponibles dans cette batterie. Il n'y a pas d'usure des métaux eux-mêmes. Et donc, nous, notre métier, c'est de prendre en charge ces batteries en fin de vie et d'aller rechercher au cœur de ces batteries les métaux qui sont toujours disponibles. Et donc, c'est des procédés d'extraction très spécifiques avec des pré-traitements en amont pour pouvoir les dissocier et les restituer dans une qualité de matériaux qui permet la réintégration dans la chaîne de valeur pour refabriquer l'alliage pour la gigafactory qui va refabriquer la batterie derrière. Alors, on est au cœur de ce qu'on appelle la mine urbaine, Gaëtan Lefebvre. Est-ce que c'est des mots que j'ai entendus assez vite depuis que je présente cette émission, ça fait quoi, 4-5 saisons, mais est-ce qu'on en parle depuis longtemps de ce concept de mine urbaine? Finalement, oui, c'est dans le sens où le recyclage a toujours existé. C'est-à-dire, il y a certains métaux, comme on vient de le voir, se recyclent à l'infini. Donc le cuivre, l'or sont vraiment des métaux qui ne perdent pas leurs propriétés et donc qui ont pu se recycler. Mais après, il y a plusieurs enjeux, bien sûr, pour les récupérer dans les produits. Donc les systèmes de collecte, c'est l'un des premiers enjeux pour les batteries, pour les appareils électroniques. Donc c'est vraiment là, finalement, que se concentre d'abord la collecte avant de pouvoir les traiter et l'hétérogénéité en fait de ces gisements aussi. Parce qu'on passe à côté de milliers, de dizaines de milliers de tonnes de ces métaux qui sont évidemment stratégiques.
aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est l'un des enjeux aussi, c'est de les garder sur notre sol, de faire que considérer nos déchets comme stratégiques et faire que, en première étape, la réglementation puisse les faire rester en Europe pour ensuite avoir les capacités de les traiter et de les réintégrer dans l'économie. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, même des métaux qu'on récupère dans les batteries, par exemple, je pense au cuivre, parce que c'est aussi un marché qui est assez important. Je lisais en préparant l'interview qu'il y a une grande partie du cuivre récupéré en France qui part à l'étranger. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les usines pour le raffiner ou pour le retraiter ? À ce stade, c'est la principale explication et des incitations économiques aussi de la part des pays asiatiques qui sont très fortes. D'accord, et donc qui achètent ce ces déchets. Très cher. Exactement. D'accord. Donc là, il y a un enjeu européen pour garder ces métaux sur notre sol. En même temps, si on parle du climat général, Arnaud Villers-Darbois, il y a quand même des projets d'usines de recyclage de batteries là, qui ont été récemment abandonnés. C'était en fin d'année dernière. Je crois qu'il y a eu Eramet, Stellantis. Donc ça envoie un mauvais message quand même, un mauvais signal. On est dans un pas de temps qui est très particulier parce qu'on est en train de construire une vraie industrie nouvelle en Europe pour se réapproprier cette fabrication de voitures électriques, donc de batteries, et avec tout l'écosystème du recyclage. Le recyclage de ces produits-là, les acteurs historiques miniers sont des acteurs qui ont utilisé des solutions conventionnelles. Qui peuvent être tout à fait adaptés dans certains endroits du monde. Mais sur le territoire européen, les caractéristiques environnementales de production génèrent des coûts qui ne sont pas supportables pour les équilibres de ces sociétés-là. D'accord. C'est le premier point. Deuxième point, on est aussi dans un pas de temps où l'industrie de la batterie est soumise aux décisions des constructeurs automobiles pour sélectionner les différents constituants métalliques pertinents à l'intérieur de leur batterie en fonction des stratégies industrielles qu'ils déploient. Donc en plus, on est dans un pas de temps où il y a un aléa, ce qui limite de devoir faire des investissements. Les investissements globaux, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros à quasiment 1 milliard pour les Nord-Américains. Je reviens sur l'impact, parce que la technologie que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez breveté, elle limite l'impact du recyclage, c'est ça, si je comprends bien ? La particularité dans notre procédé, c'est véritablement qu'on va travailler sans acide pour les opérations de mise en solution des métaux, et on va travailler effectivement en solution, comme dans l'hydrométallurgie conventionnelle, mais qu'on va réaliser directement des précipitations de métaux par transformation moléculaire, et on va réussir à régénérer les produits qu'on a utilisés à l'intérieur du procédé, parce qu'on utilise très peu de produits en réalité, et ça permet d'avoir pas d'effluents importants en sortie d'usine. Et on n'a pas besoin de faire du retraitement d'effluents sur site. C'est la différence fondamentale entre le procédé Mekaware et l'ensemble des autres procédés à l'échelle mondiale. Pourquoi il vous semble important ce procédé, Gaëtan Lefebvre ? Justement, pour les raisons qui viennent d'être citées et pour la capacité à s'adapter aussi au flux. Donc les usines qui vont être créées sur le territoire français, la spécificité aussi du projet Mekaware, c'est de pouvoir être juste à côté, de vraiment s'implanter à côté de l'usine et donc vraiment créer cet écosystème qui est nécessaire. Vraiment, les solutions qu'on défend, ce sont les créations d'écosystèmes, de couvrir chaque maillon de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que s'il manque une étape, les acteurs européens vont rester dépendants et rester à risque. Donc voilà, vraiment boucler chacun des maillons de ces chaînes. Vous co-dirigez pour l'OFREMI, l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, une étude justement sur ces besoins de matière et de métaux pour les batteries. Vous avez construit différents scénarios, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, en particulier, le scénario de référence est quand même celui de la planification écologique française. Mais voilà, c'est vraiment important de tester plusieurs scénarios, d'avoir notamment les comportements des utilisateurs qui peuvent être importants. Et donc, on a identifié 4 leviers importants sur la sobriété d'usage, sur la taille des batteries, les chimies des batteries et la longévité. Donc, ces 4 leviers, finalement, permettent de jouer sur l'utilisation des métaux critiques à l'intérieur de ces batteries. La sobriété d'usage, ça veut dire quoi ? C'est finalement un parc, notamment limiter la taille des batteries, ça peut être ça, c'est-à-dire que certains usages automobiles ne nécessitent pas d'avoir des batteries de taille gigantesque. Et en
permettant d'avoir un mix finalement de véhicules pour des usages quotidiens et pour des usages grande distance est un outil intéressant finalement pour vraiment adapter l'usage à l'automobile à l'usage. Ouais. La rentabilité économique de ce recyclage des métaux dans nos batteries électriques, on en est où aujourd'hui ? Justement, pour un certain nombre d'acteurs sur le territoire européen, c'est compliqué. Ouais. Nous, aujourd'hui, notre solution permet d'être en compétition avec la matière vierge, donc, ce qui est quand même remarquable, parce que ce n'est pas le cas de figure de la matière recyclée de manière générale. Donc, on est compétitif en produisant nos métaux dans un modèle qui est le modèle qu'évoquait Gaëtan, dans lequel on vient se positionner là où il y a le gisement, c'est-à-dire on travaille. Vous collez à l'usine, quoi. On se colle à une usine de fabrication de batteries, à une gigafactory, qui a des pertes de production. Notre modèle, c'est de venir nous implanter sur le site de la gigafactory pour prendre en charge ces rebuts et ne sort de l'usine que des métaux de partie recyclage. Donc ça, c'est important et c'est des usines réplicables auprès de l'ensemble des gigafactories. Et sur l'économie d'usage que vous évoquez, on travaille un deuxième projet pour les batteries en fin de vie dans lequel, avec des partenaires très spécifiques, on organise le diagnostic pour une seconde vie des batteries, ce qui permet de ne pas tout de suite amener l'élément de la mine urbaine à la revalorisation matière, qui est notre métier, mais de remettre de l'intelligence dans le cycle du recyclage en repositionnant un produit qui a toujours une capacité d'emploi. Qui va peut-être pas plus servir pour une voiture, mais qui peut servir à d'autres usages. Exactement. Ouais, effectivement. Et donc ça va se passer à Béthune. Ok, donc ça c'est un projet qui est lancé. Oui. C'est au niveau européen qu'on peut créer une filière rentable, Gaëtan Lefebvre ? Oui, je pense vraiment que l'échelle européenne est fondamentale, encore une fois, en termes de compétences, et de compétitivité, tout simplement. Il y a des financements européens ? Oui, bien sûr. Il y a notamment, ce qui a été très important en Europe, c'est ce qu'on a appelé le Critical Raw Materials Act, qui est rentré en vigueur en 2023. Et en mai dernier, ont été annoncés 47 projets stratégiques, donc soutenus. C'est vraiment un label fourni par l'Europe pour identifier ces projets et les permettre qu'ils aillent plus vite en montée en compétences. Mais après, il y a plusieurs guichets de financement. Ça, c'est plutôt des projets d'extraction ? Non, justement, toute la chaîne de valeur confondue. Et honnêtement, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a aussi tout un écosystème autour de la batterie, autour des aimants permanents. Donc oui, l'Europe fait beaucoup de choses pour créer cette dynamique en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Christophe Fourcault. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Air Booster, créé fin 2019. Avec quelle idée ? C'est quoi le déclic ? Alors l'idée c'était de faire quelque chose pour la planète et l'idée m'est venue d'un retour de plage en hiver avec un ami. On a décidé de papoter assis sur l'aile de nos voitures. Il avait une voiture noire, moi une voiture blanche. J'avais déjà déposé un brevet, j'avais une caméra thermique qui traînait. On a pris les paris de savoir lequel des deux avait nos fesses les plus au chaud. Bien sûr avec la voiture noire il a gagné, mais ce qui m'a surpris c'est alors qu'il faisait que 10 degrés dehors, on a pu constater des températures jusqu'à 50 degrés. Au niveau de la calandre, sur la partie en façade. Et là, je me suis dit, OK, il y a autant d'énergie solaire à récupérer, récupérons-la. Et en levant les yeux, il y a énormément de bâtiments où il y a des ossatures métalliques. Et l'idée est partie de là pour récupérer cette énergie. Mais alors, comment vous transformez un mur métallique, c'est ça, en capteur solaire ? Exactement. Comment vous faites ? Et en plus 4 fois plus puissant que le photovoltaïque. On récupère énormément d'énergie. Alors en fait, tout le monde peut faire l'expérience. En faisant ses courses, si on pose la main sur la façade d'un bâtiment métallique, on va constater que la température, la plus au sud, même en plein hiver, quand il fait que 8-10 degrés dehors, ça monte jusqu'à 60 degrés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé une solution qui va obliger l'air d'un bâtiment professionnel à cheminer de l'extérieur, par exemple à 10 degrés, à travers le mur de façon invisible, juste derrière la tôle, et donc pour ensuite l'insuffler dans le bâtiment. En fait, l'air froid, au contact de la tôle, va se réchauffer instantanément jusqu'à environ 50 degrés et va pouvoir être ensuite acheminé dans le bâtiment et participer à la réduction de la facture énergétique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de façade
à créer, c'est-à-dire la façade existe et vous insérez votre dispositif, comment ça marche? Alors il y a toujours une façade sur un bâtiment, ça peut être n'importe quelle façade, alors il y a beaucoup de bâtiments métalliques, mais pas que, ça peut marcher sur n'importe quelle façade. Et bien en fait on vient rajouter sur quelques centimètres une deuxième façade dans laquelle on va faire cheminer l'air finalement entre le mur actuel et ce nouveau bardage d'il y a quelques centimètres. C'est une solution réversible, ça marche en hiver et en été? Alors effectivement, c'est une bonne question. On va pouvoir chauffer de façon très conséquente l'hiver et l'été, la nuit, on va lutter contre la canicule en faisant ce qu'on appelle du rafraîchissement nocturne. Pour faire très simple, dès que la température à l'extérieur va être inférieure à la température dans le bâtiment, ce qui se produit toutes les nuits l'été, le système va se mettre en marche et on va pouvoir rafraîchir de 5 à 6 degrés entièrement gratuitement le bâtiment. D'accord, donc c'est un moyen d'utiliser beaucoup moins de climatisation et donc beaucoup moins d'électricité. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement, de brevets déposés? Racontez-nous un peu le cheminement. 3 brevets ont été déposés sur la solution AirBooster. J'ai la chance d'avoir une super équipe d'ingénieurs et on continue à faire de la recherche et développement. Et ça a mis 3 ans pour aboutir à une solution qui permet d'économiser jusqu'à 83% de sa facture énergétique et de son empreinte carbone. Vous parlez d'une innovation low-tech, pourquoi ? Alors parce qu'en fait c'était la volonté de départ, je suis fils d'agriculteur et j'ai toujours eu ce bon sens de faire des choses simples. Je suis pas sûr que la technologie nous sauve, même si je l'utilise et qu'il y a beaucoup de vertus à cela, mais j'ai souhaité faire une solution qui soit la plus performante possible tout en étant la moins chère possible. Et donc il a fallu se creuser la tête un petit peu et trouver effectivement résoudre cette équation avec une absence de technologie. Qui sont vos clients? Au départ, c'est plutôt des professionnels? Oui, effectivement. Des entrepôts, des bâtiments professionnels? Exactement, des centres commerciaux, logistiques ou des grands bureaux. Effectivement, de plus en plus, on a des architectes et des bureaux d'études qui nous demandent la solution ou des promoteurs. Il y a beaucoup beaucoup de promoteurs en ce moment qui nous passent commande. Avec une solution, je crois, à destination du grand public que vous avez lancée, s'appelle Solar Boost. C'est le même principe? Alors, c'est exactement le même principe, mais on l'a miniaturisé. Et donc, c'est le principe de l'aérothermie, récupérer beaucoup d'énergie. Mais on a voulu faire un produit qui soit extrêmement beau. Il existe déjà des solutions qui sont très chères et pas très performantes. Nous, on a voulu rajouter une solution, enfin, on a voulu que le design, l'esthétisme et l'intégration architecturale soient présentes. C'est un panneau de 2 mètres de hauteur et 1 mètre de large et qui est extrêmement beau, qui se met à l'extérieur sur la façade et qui permet de récupérer gratuitement, totalement gratuitement, l'équivalent de 2 radiateurs électriques. D'accord. Et donc je crois qu'il y a eu une levée de fonds qui a permis de lancer cette solution. C'est opérationnel, on peut le commander, si j'ose dire? Alors justement, oui, effectivement, Team for the Planet a investi, donc 120 000 actionnaires, comme vous l'avez dit, qui a investi dans AirBooster, et donc qui a communiqué cette innovation il y a quelques mois. Et pour rien vous cacher, notre serveur a craché tellement on a eu de commandes. Voilà, plus de 600 commandes en 24 heures. Et donc on s'est allié avec une grosse société bordelaise qui va nous permettre d'assurer et de répondre à cette demande très importante. Merci beaucoup, parce qu'en plus vous êtes basé dans la région bordelaise. Merci Christophe Fourcault et bon vent bon soleil à AirBooster. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier celles et ceux qui travaillent à mes côtés, Alexis Mathieu, Marie Billa, Juliette Milierina pour la production et la programmation. Le réalisateur aujourd'hui c'est Angèle Jean-Girard et l'ingénieur du son Héloïse Merlin. Belle journée. Salut.